Alors, on a évoqué tout à l'heure un troisième banquier aux côtés de Darnia Mourad, et ce troisième banquier, Guillaume c'est Rambourg. Guillaume Rambourg. Alors, pourquoi Guillaume Rambourg, c'est un personnage intéressant. Et là, on va aborder, parce que tout ça est lié à l'affaire Benalla. Vous voyez, parce que l'affaire Benalla montre que Macron, malgré tous les gages qu'il a donnés, a déplu à certaines factions de la caste. Et en particulier, on l'évoquait à propos de Franck Riester, la caste la plus sioniste, et je dirais néoconservatrice. On voit bien qu'il y a eu quand même une tentative d'évincer d'un certain nombre de postes, notamment au ministère de l'Intérieur, dans les services de renseignement, tous les gens qui étaient liés de près ou de loin au réseau que je qualifierais de valso-sarkoziste, c'est-à-dire vraiment les réseaux néoconservateurs. On voit bien qu'aujourd'hui, Alain Bauer, quasiment, est gilet jaune, ce genre de personnalité-là. Donc, tous ces réseaux-là sont en train de se retourner contre Macron. Et on voit, et notamment les réseaux, donc les réseaux sionistes, et évidemment les réseaux maçonniques, par rapport à la laïcité, et ce genre de choses. On a vu dans l'opinion le grand maître du Grand Orient, dont le nom m'échappe, Hupsch. Hupsch. De toute façon, ça change tous les ans, et puis c'est un inconnu, mais qui était donc. Les francs-maçons sont vent debout contre Emmanuel Macron parce que, grosso modo, ils lui reprochent d'être un jésuite et ainsi de suite et de ne pas comprendre la séparation de l'Église et de l'État. Bon, en plus vraisemblablement, c'est parce qu'Emmanuel Macron a émis l'idée de réduire le Sénat et de supprimer le Conseil économique, social et environnemental, qui sont en fait deux fromages maçonniques. Donc, les francs-maçons, en tout cas le Grand Orient, donc, qui est la branche la plus importante de la maçonnerie, est en guerre contre Emmanuel Macron. Et pour recoller les pots cassés, Christophe Castaner devait recevoir le 15 janvier au soir un espèce de dîner des agapes avec toutes les obédiences pour essayer justement de renouer le dialogue. Et l'après-midi, avant ce dîner, Hupsch a donné un dîner avec les journalistes au siège du Grand Orient, où là, il a réitéré les attaques. Macron, par sa formation initiale, donc pas l'ENA, Oui. il s'agit bien des jésuites, ne comprend rien à la séparation de l'Église et de l'État, et là a dit Mélenchon est un vrai républicain. Mélenchon est un vrai républicain, et les Gilets jaunes ont des aspirations légitimes. Donc il faut bien comprendre que les Gilets jaunes interviennent à un moment où il y a une faction de la caste qui avait soutenu dans un premier temps Emmanuel Macron par défaut, qui se retrouve aujourd'hui en guerre contre le même Emmanuel Macron. Et il faut bien voir que l'affaire Benalla est lancée par deux journaux essentiellement. D'abord Le Monde. Donc là, on notera quand même que la disparition de Pierre Berger n'y est pas pour rien, puisque Pierre Berger avait soutenu Mordicus Macron et il est décédé, et que là, Pigasse, qui déteste franchement Macron, mais qui n'irait pas non plus lui déclarer la guerre, et on voit là aussi que les réseaux maçonniques vont se renforcer au monde avec l'arrivée de Kretinsky, dont on a dit que c'était les Russes, parce que c'est devenu un truc complètement pavlovien. Les Gilets jaunes, c'est les Russes, Kretinsky, c'est les Russes. Non, Kretinsky, c'est pas les Russes. Qu'est-ce qui fait la connexion entre un type qui travaille dans l'énergie avec EDF et le journal Marianne? Je suis désolé, c'est la franc-maçonnerie. Il est introduit en France par un type qui s'appelle Étienne Berthier, qui est un franc-maçon assez influent, la franc-maçonnerie d'EDF. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rachète évidemment Marianne, où Natacha Polony est mis à la direction comme un truc un peu... parce qu'elle a une bonne image. Mais bon, Natacha Polony, c'est au moins une sœur sans tablier. C'est Catherine Kinsler en plus populaire, quoi. Et comme par hasard, la pétition qui a regroupé les obédiences maçonniques contre Emmanuel Macron, qui a été signée début janvier par le Grand Orient et tous ces réseaux-là, a été signée dans Marianne. Donc ça, c'était petite parenthèse sur Kretinsky. Alors, les Gilets jaunes, donc soutenus malgré tout
discrètement, BFM TV, il faut bien voir que BFM TV a mis un peu d'eau sur le feu en couvrant massivement les gilets jaunes. C'était pas franchement anti-gilets jaunes au début, après ça a évolué. Mais c'est comme si Emmanuel Macron était pris entre le marteau et l'enclume. Et il faut bien comprendre que cette affaire Benalla qui vient s'ajouter, faut bien comprendre, il y a l'affaire Benalla par en haut et les gilets jaunes par le bas. Donc au début, on se dit qu'elle est vraiment dérisoire et qu'à la limite, un type qui prend un jour férié pour aller castagner vaguement du gauchiste, et il est même pas violent, puisque ce qu'on a vu depuis avec la répression des Gilets jaunes fait vraiment passer Benalla pour un enfant de cœur. Mais pourquoi cette affaire Benalla prend une telle importance ? Parce qu'il faut comprendre que Alexandre Benalla, c'est la clé de la vie privée d'Emmanuel Macron. C'est lui qui avait les clés du Touquet, et c'est aussi une des personnalités qui est consciente des attaches marocaines d'Emmanuel Macron. Voilà, ça nous ramène donc au palais d'Arolfa à Marrakech. Voilà, alors ça c'est une affaire, c'est une exclusivité qu'on a sortie dans Faits et Documents, à partir d'un document qui est sorti du greffe du tribunal de commerce de Marrakech. Alors nous on présente ce document, et on présente autour de ce document un faisceau d'indices graves et concordants, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un acte malveillant du tribunal de commerce de Marrakech qui aurait inventé un document. Alors, entre parenthèses, si ça avait été un acte malveillant, vous imaginez bien que ça n'aurait pas atterri dans une lettre confidentielle, ça aurait atterri sur 4chan ou je ne sais où. Donc, bon. Et autour de ce document, on présente un faisceau d'indices graves et concordants avec justement l'apparition de Guillaume Rambourg, qui est un personnage complètement inconnu. Donc c'est un ami financier de Macron qui est parti, donc qui était un gros financier à Londres, et qui est parti de Londres d'ailleurs avec des problèmes avec le gendarme des marchés britanniques, et qui a fondé en France en 2011 donc Verrazzano Capital, donc un gros fonds d'investissement. Et alors Guillaume Rambourg a fait au moins deux importantes levées de fonds pour Emmanuel Macron. Et alors, donc nous, on sort ce dossier-là. Alors en plus, c'est drôle parce qu'on sort le dossier, et alors ce jour-là, je crois que Macron faisait un discours au Congrès, et alors que la lettre venait de sortir, il dit dans son discours une phrase du genre « maintenant, il faudrait peut-être arrêter avec les affaires », alors qu'il avait été en grande partie élu à cause des affaires des autres. Première chose. Deuxième chose, dans la foulée de la sortie de ce document, les locaux de la société éditrice de Faits et Documents qui se trouvaient en Normandie sont partis en fumée. Alors, la Normandie, c'est pas franchement une région où on a souvent des incendies accidentels, quoi. Je vais pas faire un dessin. Et par ailleurs, depuis qu'on a sorti cette enquête, on a des visites nocturnes à notre domicile, ou avec des gens qui rentrent, alors qui arrivent à rentrer sans effraction, alors que c'est une porte blindée, qui font des tours dans l'appartement, qui volent rien, qui se promènent dans l'appartement, qui déplacent 2-3 trucs, mais qui volent rien, et puis qui repartent comme s'ils étaient venus. Enfin, il y a quand même des trucs assez étranges qui se produisent. Et puis en plus, le lien entre Guillaume Rambourg et Emmanuel Macron n'a jamais été démenti. Et il ne s'en cache même pas, puisque aujourd'hui, Rambourg est en train d'investir dans un média avec la Banque Rothschild. Donc, lui, il est actionnaire à 20%. Et puis, c'est la Banque Rothschild qui a réalisé les levées de fonds dans un média qui s'appelle Explicit. Alors ça me fait toujours rire, parce que c'est un média qui se veut un espèce d'alter Mediapart, machin, et qui est fondé par Olivier Ravanello, qui est parti d'ITélé, parce que il voulait pas être inféodé à Bolloré. Alors ça me fait toujours rire, les types, ils veulent pas être inféodés à Bolloré, donc du coup ils font des levées de fonds avec Rambourg et Rothschild, quoi. Enfin bref, passons. Et par ailleurs, Maghreb Confidentiel, donc qui est l'est confidentiel du groupe Indigo, qui fait, je dirais, autorité, comme on dit, a fait un écho cet été. Donc je vais citer l'écho, puisque c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc sur l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor, a pris sa plus belle plume pour souhaiter une bonne arrivée à un nouveau résident français en Tunisie, un peu particulier, le financier Guillaume Rambourg, patron du fonds Verrazzano Capital, connu pour avoir participé aux levées de fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors selon nos sources, donc là c'est Maghreb Confidentiel, celui-ci s'apprête à s'établir à plein temps au pays du jasmin, où il pilote déjà avec son épouse Olfa Terrasse la fondation Rambourg pour l'art et la culture. Olfa Terrasse est aussi l'une des principales animatrices
Dish Tounsi, un collectif organisant de grandes manifestations comme la retransmission des matchs de Tunisie durant la Coupe du monde de football et qui pourrait préfigurer un mouvement politique. Donc là, on nous apprend que Olivier Poivre d'Arvor, donc qui est ambassadeur de France en Tunisie, essaye de placer Olfa Terrasse, donc l'épouse tunisienne de Guillaume Rambourg. Olfa Terrasse qui est liée au clan Trabelsi, c'est l'élite tunisienne. Tous les membres de sa famille ont été au gouvernement, dans les postes d'affaires, ainsi de suite. C'est vraiment l'élite tunisienne, à la présidence de la Tunisie. Donc, c'est-à-dire quand même, les liens sont forts, puisqu'en fait, la France essaye de remettre les pieds en Tunisie. On a été chassés par les Anglais, grosso modo, avec la révolution qui a mis au pouvoir les frères musulmans. Et en fait, donc en fait, les Anglais qui sont intelligents ont joué sur le trop, disons le trop de laïcité en Tunisie pour susciter une colère et mettre au pouvoir les frères musulmans dans leurs intérêts. Donc la France essaye de reprendre la main, et qui on met la copine du copain de Macron. Et donc ça, c'est dit. Et alors là, l'article se conclut de la façon suivante. Jusque-là, la base arrière de Rambourg était Marrakech, où il possède un somptueux domaine dans la Palmeraie, d'Arolfa. Donc enfin, la presse a reconnu que Rambourg était propriétaire de Darolfa. Donc voilà. Donc comme on a dit, c'est un faisceau d'indices et concordants. Et alors, en plus, tous les journalistes de Paris sont au courant de ce qu'on raconte. Et en plus, certains nous lisent. Alors, parce que faut quand même le dire, c'est toi qui me le disais, Vincent, à propos de Benalla, justement. Oui, on avait fait une révélation de son initiation avant, parce que les médias avaient rapporté qu'il était franc-maçon à Paris, mais nous, on a révélé qu'il avait été initié quelques années auparavant au Maroc. Voilà, il a été initié à la Grande Loge Unie du Maroc, et donc on a produit le document de son initiation, et au Maroc, évidemment, il a assuré la sécurité pour Darolfa lors d'un événement, alors que le palais avait été prêté comment dirais-je, ou loué à UBS pour un événement qui s'appelle Be Connected, qui est complètement inconnu et qui réunit les plus gros clients d'UBS. Donc vous voyez ce qui se dessine autour d'Emmanuel Macron. Alors je disais aussi que Benalla avait la clé du Touquet, ça c'est aussi intéressant parce que le Touquet, ça renvoie à la famille Trogneux, c'est-à-dire la belle famille de Macron, et roman d'Emmanuel Macron, qui a été, puis on sait que Macron, son image est gérée par Michel Marchand. Donc Michel Marchand qui gère par ailleurs l'image de Xavier Niel, ancien proxénète qui a créé Iliad, sa société, dans les locaux de la DST, et qui a par ailleurs géré aux alentours de 2015 l'image de Marc Ladré de la Charrière quand son fils a été condamné pour pédophilie. Donc, c'est pour vous situer le genre d'affaires qu'elle gère, Michel Marchand. Donc, on a un proxénète et un autre dont le fils a été condamné pour pédophilie, et on la trouve dans l'entourage de Macron. Alors, c'est étonnant, c'est intéressant. Et on comprend aussi l'absence de riposte du clan Fillon à Emmanuel Macron, quand on sait que Michel Marchand avait les dossiers sur Marc Ladré de la Charrière, milliardaire, qui lui était impliqué dans l'affaire avec Pénélope à la Revue des Deux Mondes. Enfin, parenthèse, pour que les gens comprennent un peu comment fonctionne la caste, avec un vaste système de chantage et de dossiers qu'on a sur les uns et sur les autres, et qui sont activés au moment opportun. Voilà. Donc ça, c'est pour bien expliquer donc qu'aujourd'hui, Macron est pris dans un étau, donc les gilets jaunes par le bas, qui peuvent être soutenus au moins discrètement et encouragés par une faction de la caste qu'on a présentée avant, et les dossiers. Donc est-ce que tout ça est destiné à le faire plier, ou est-ce que tout ça est destiné à forcer sa démission? Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va rentrer dans l'après Macron. Y aura-t-il un après Macron? Et là, on voit des personnages qui émergent. Alors, en cas, évidemment, de démission d'Emmanuel Macron, celui qui assurerait le pouvoir, c'est l'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, qui a eu un nombre incalculable de bons papiers dans la presse ces derniers temps, cette espèce de personnage rond qui incarne vraiment la République au sens troisième République du terme. Vraiment, physiquement, c'est Noiret, quoi. Une espèce de personnage comme ça, car on dit donc c'est les agapes,
cap, quoi. Et puis, alors, on voit apparaître aussi Jean-Luc Mélenchon, il faut bien le dire, dans cette séquence, qui, même s'il décolle pas au niveau des sondages, a eu toute une phase d'hésitation. Il faut suivre tous les derniers mois de Jean-Luc Mélenchon. On voit l'hésitation au sein de la France insoumise entre deux lignes, qui sont l'union des populismes d'un côté, à l'italienne, avec pourquoi pas des rapprochements avec des souverainistes, peut-être pas avec le Front National, mais avec des souverainistes, pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, cette union des populistes, je dirais, à coloration souverainiste, et d'un autre côté, une ligne plus petit bras qui serait une ligne d'union de la gauche. Et dès que Macron a commencé à laisser entrevoir qu'éventuellement il pourrait se diriger vers la première voie, on a vu Garrido et Corbière se faire cambrioler leurs ordinateurs, on a vu la perquisition chez Mélenchon où a été révélée sur la place publique sa relation avec la communicante Sophia Chikirou, on a vu tout ce genre de choses, et surtout, le Grand Orient a engagé une Procédure d'exclusion temporaire. Une procédure d'exclusion temporaire qui a été annulée suite à deux faits. Le dépôt à l'Assemblée nationale par la France insoumise d'un groupe d'études sur les groupuscules d'extrême droite, et ensuite il a rayé de la liste les deux personnalités souverainistes, un dont le nom m'échappe, et puis l'autre Kuzmanovic, qui est son conseiller en relations internationales, plutôt pro-russe, plutôt anti-immigration sur des questions économiques et sociales. Donc il a déposé une motion contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale, plus rayé les deux souverainistes de sa liste, et là, qu'est-ce qui s'est passé ? À 30 voix contre... alors que la procédure d'exclusion avait été actée à 30 voix contre 3, c'est-à-dire à une énorme majorité, il a été réintégré. Et alors là, c'est quand même intéressant parce que Mélenchon, c'est pas un franc-maçon de province qui est proviseur et qui fait sauter ses PV. Il est à la loge Roger Leray, qui est une loge d'influence, je dirais, au même titre que par exemple la loge République, la loge Spartacus pour les médias, ou la loge Aletheia pour les réseaux homosexuels. Vous voyez, il y a des loges qui sont importantes. Oui, la loge Roger Leray, par exemple, quand François Hollande est allé présenter son livre écrit par Laurent Geoffrin, il est allé à la loge Roger Leray. Alors je serais curieux de savoir si Mélenchon est venu, quand on sait comment il déteste cordialement Hollande. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait la proposition et le destin au sein du système de Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi il est programmé au sein du système? C'est pour mettre à bas la Ve République. Parce qu'il faut comprendre que les élites mondialistes ont toujours détesté la Ve République parce que c'est un système qui est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'on élit, alors au début c'était pour 7 ans, puis ça a été un peu taillé, maintenant pour 5 ans avec le quinquennat, un monarque républicain en quelque sorte, ce qu'ils appellent un monarque républicain. Mais en fait, ça veut dire qu'il a tous les leviers de pouvoir s'il veut bien les prendre. Il a vraiment un pouvoir maximum qu'il y a dans quasiment aucun autre pays des démocraties occidentales éclairées. Donc il faut mettre à bas la Ve République. Donc d'où les attaques systématiques sur la dérive monarchiste de Macron et ainsi de suite, par la presse de gauche évidemment. Et le dessein de Macron, de Mélenchon, c'est de mettre à bas la Ve République avec sa 6e République. Et donc là, on voit se dessiner une récupération des gilets jaunes par les mouvements d'extrême gauche pour les faire coller à la 6e République citoyenne de Mélenchon, où on fera croire que les gens participent à un processus constituant dans la tradition révolutionnaire et ainsi de suite. Or, en vérité, cette 6e République, qui est en fait un retour à la 4e ou à la 3e République, c'est-à-dire un régime d'alliance parlementaire qui est en fait ingouvernable et où le président n'a plus aucun pouvoir puisque ça devient un président du Conseil. Donc on revient à un schéma vraiment 4e, 3e République. Et donc cette constitution a été validée en loge, j'ai le document sous les yeux, le 28 novembre 2018, lors devant les loges l'enseignement mutuel du Grand Orient et Olympe de Gouges de la Grande Loge Mixte Universelle, puisque sa rédactrice, Charlotte Girard, donc qui est une professeure de droit et qui a été co-responsable coordinatrice du programme de Jean-Luc Mélenchon, est venue présenter sa planche sur le processus constituant au XXIe siècle. Et j'ajoute 2 choses, que Bernard Tapie,
a dit sur LCI qu'il n'y avait pas de crainte d'alliance des populismes tant que Jean-Luc Mélenchon serait là, en disant contrairement à d'autres, et je pense qu'il visait Ruffin. Et deuxième chose, Julien Drey, avec qui à un moment donné il était très en froid, chez Zemmour et Nolo, a dit ce qu'il faut maintenant, c'est rentrer dans un processus constituant avec une 6e République. Donc là, on voit à quoi pourrait servir Mélenchon dans le contexte actuel. Et puis, il y a un deuxième personnage. Donc on a situé donc, les personnages qui vont émerger. Probablement, hein, ça reste des hypothèses, là on fait de la prospective. Donc Gérard Larcher, Jean-Luc Mélenchon, et éventuellement un rôle encore pas défini, hein, Ouais. qui est Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers.